Un plaisir de vous retrouver fidèle à ce 19h45 dont voici le sommaire. On parle dans cette édition du jazz, un genre musical considéré comme vecteur de rassemblement des peuples. Ce 30 avril est la journée internationale consacrée à cette musique singulière. Et des milliers d'hectares de forêts sont détruits chaque année au Bénin. L'élevage transhumé en est la cause principale. Brice Saint-Saint nous donnera plus de précisions dans un instant. Enfin, on parle de cette grave infection des fines membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. La méningite, une maladie foudroyante et souvent mortelle sur laquelle nous mettrons l'accent. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez. On met la lumière sur ce genre musical, considéré par les Nations Unies comme moyen pour parvenir à la paix par le dialogue et la diplomatie. Le jazz, au-delà d'être une simple musique, c'est aussi une façon de vivre, une façon d'être et une façon de penser dont l'histoire s'inscrit dans celle des combats pour la dignité humaine. Aujourd'hui, 30 avril, c'est la journée internationale du jazz. Et on s'interroge, ou plutôt on fait l'état des lieux de cette musique singulière au Bénin. La bossa nova. Yeah. C'est un genre musical qui rassemble des hommes et des femmes partageant le même idéal. Créé à la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle aux États-Unis par les Afro-Américains, le jazz serait d'origine africaine. Le jazz a évolué dans le temps, mais en partant d'un continent que l'on appelle l'Afrique, et l'Afrique noire. Donc pour moi, ce ne sont pas les rythmes du Bénin qui ont été transportés aux États-Unis et sont devenus le jazz. Ce ne sont pas les rythmes uniquement du Sénégal, ce ne sont pas uniquement les rythmes du Congo ou de l'Afrique australe. C'est tout cet ensemble-là qui a été transporté par nos ancêtres, les esclaves, qui, une fois de l'autre côté de l'Amérique, après avoir traversé l'océan Atlantique dans les raisons que l'on sait, ont cherché à retrouver la rythmique d'origine. C'est donc un mixage de tous les rythmes venant d'Afrique. Plus tard, cette sonorité a été exportée dans le monde et aussi au Bénin. Malheureusement, les chanteurs béninois spécialistes du jazz se font rares. En effet, ce style musical impose le respect de quelques principes de base. Étant donné la spécificité du jazz, beaucoup parmi les artistes musiciens qui pratiquent le jazz se noient dans d'autres formules musicales. Vous avez par exemple des individualités, des musiciens qui, en tant qu'individus, sont bons musiciens de jazz, ont tout à fait compris la technique de la musique, mais pour des raisons alimentaires, pour des raisons de pratique professionnelle, pour des raisons d'intérêt de toutes sortes, préfèrent se noyer dans des groupes plus structurés, ce qui fait qu'ils perdent leur spécificité de jazz. Vraiment, il y en a énormément parmi les musiciens du Bénin, énormément. Chaque année, une ville différente est sélectionnée pour accueillir ce festival international. Ainsi, cette journée est l'occasion pour mettre en évidence, à travers le jazz, l'identité africaine et le potentiel créatif du continent qui a inspiré cette musique. On parle à présent de la déforestation. Comme de nombreux autres pays, le Bénin est également confronté à ce phénomène. Des milliers d'hectares de forêts sont détruits chaque année pour de nombreuses raisons, au nombre desquelles l'élevage transhumant. Il constituerait un élément destructeur pour l'environnement. Du moins, c'est ce que nous dit ici Brice Saint-Saint, directeur du laboratoire d'écologie appliquée de l'université d'Abomey-Calavi. L'élevage transhumant est extrêmement destructeur par la surcharge que nous mettons sur certains pâturages. Chaque unité d'aire de pâturage ne peut supporter qu'une charge donnée. Et si cette charge est en excédent, alors vous dépassez la capacité de charge du milieu. Dans ce cas,
Au lieu d'avoir un pâturage normal qui entretient le fond prairial, vous avez un pâturage destructeur. Vous passez alors au surpâturage et là, automatiquement, vous perdez, vous voyez le fond prairial, vous perdez l'élément premier de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les herbages. Du coup, vous tuez tout. Et là, nous avons déjà des cas palpables au niveau des forêts classées de Mont-Koufé, au niveau des forêts classées de Warimaro, de l'Ouémé supérieur, les Trois-Rivières. Là, il faut une réflexion, un cadrage et revoir si nous pouvons encore rattraper sur ce que j'appelle l'aménagement du territoire. C'est dans l'aménagement du territoire qu'on fait des affectations, qu'on réserve des domaines pour telle ou telle utilisation des terres. Mais ça n'a pas été fait dès le début, et ce qui fait que c'est le premier qui occupe la terre, souvent les agriculteurs. Ce sont eux qui ont droit de propriété sur tout. Du coup, l'autre système, secteur économique ou aspect de notre économie primaire, l'élevage, quasiment n'a pas de disponibilité dans le partage des terres. Quel type de système d'élevage voulons-nous ? L'actuel système ne peut pas se sédentariser, ce n'est pas possible. Les éleveurs, psychologiquement, ne sont pas encore dans un circuit économique. Or, la sédentarisation veut qu'on investisse dans l'herbage, on investisse dans l'alimentation de son cheptel de façon appropriée, mais aussi, il faut que l'investissement puisse trouver aussi des entrées pour pouvoir compenser ce que vous faites, vous sortez. D'où le déstockage, la vente du cheptel bovin. Mais ce n'est pas encore systématique. Et ces chiffres qui donnent froid dans le dos. Chaque année, plus de 2,5 millions de cas et 233 000 décès sont dus à la méningite dans le monde. La méningite, une pathologie qui est source d'angoisse dans l'univers des soins pédiatriques. On fait la lumière sur cette maladie à travers cet élément. C'est une grave infection des fines membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle épinière. La méningite peut être foudroyante et souvent mortelle. Le taux de létalité de cette maladie est environ de 10%. Elle peut survenir à tout âge, mais elle touche particulièrement les enfants et les adolescents. Vous avez le plus souvent de la fièvre, qui est un symptôme très fréquent, la fièvre, les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête, les douleurs articulaires. Vous avez aussi une raideur du cou, vous avez une irritabilité, des troubles mentaux à type de confusion et parfois une phobie à la lumière. Vous avez forcément des séquelles neurologiques. Des séquelles neurologiques, c'est-à-dire par exemple une paralysie de l'hémicorps, une hémiplégie. Vous avez une hémiparésie, c'est-à-dire une faiblesse de l'hémicorps. D'autres séquelles neurologiques qui vous empêchent d'être vraiment actif et d'avoir des membres très, très fonctionnels. La méningite est généralement due à une infection virale, mais elle peut être également d'origine bactérienne ou fongique. La maladie est trop méconnue des parents, ceci parce que les symptômes ne sont pas suffisamment spécifiques. Le traitement de la maladie dépend du germe en cause. Au Bénin, des dispositions sont prises pour prévenir le mal. Si c'est un virus, il faut attaquer le virus. Si c'est une bactérie, il faut attaquer la bactérie par des antibiotiques. Si c'est un champignon, il faut attaquer le champignon par des antimycosiques. Mais nous n'avons plus suffisamment de cas à la date d'aujourd'hui. Néanmoins, il y a encore quelques cas, surtout dans certaines régions du septentrion. Pour prévenir, on peut commencer 1 an et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi et à 9 mois. Vous allez avoir vos différentes doses de vaccin et puis c'est suffisant pour vous permettre de vivre longtemps sans avoir de la méningite. L'objectif de l'Organisation mondiale de la santé est de vaincre la méningite d'ici 2030. Des vaccins existent et peuvent aider à atteindre cet objectif et le large usage a permis de contenir les épidémies dans les pays à risque. On reste avec le système des Nations Unies qui fait le constat que seulement un Africain sur 4
accès à l'eau potable et les centres urbains ne sont pas épargnés. C'est le cas, par exemple, de Dakar au Sénégal. Malgré les efforts pour satisfaire la forte demande des 4 millions d'habitants de la capitale dakaroise, beaucoup de Dakarois aujourd'hui encore peinent à y accéder. Précision à travers cet élément. Le robinet d'Ousmane est désespérément sec. Ce père de famille habite à Wakam, un quartier de Dakar touché par des coupures d'eau. Des fois, nous sommes à 1h du matin, à 2h du matin. Donc, des fois, nous sommes toute une nuit. Donc, vraiment, c'est obligé. Donc, de débrouiller de gauche à droite pour dire que vraiment, c'est dur maintenant, vraiment. Dakar connaît une urbanisation galopante. Avec une croissance démographique annuelle de 3%, sa demande d'eau potable n'est pas entièrement satisfaite. Cet activiste est à la tête d'une plateforme digitale de défense des consommateurs. Il reçoit régulièrement des plaintes de Dakarois privés du liquide précieux. Une capitale comme Dakar, on ne peut pas comprendre. Bon, moi personnellement, je ne peux pas comprendre qu'en 2022, qu'on puisse être là à parler de problèmes d'eau. On a plusieurs moyens, c'est-à-dire manifestations, pétitions, rencontrer les directeurs. On va essayer tout, on va vraiment essayer tous les moyens qu'on peut. On va aller avec tous les moyens qu'on peut pour essayer de résoudre le problème. La Société nationale des eaux du Sénégal exploite principalement le lac de Guiers, situé à 300 km de la capitale. Pour soulager les populations, d'ici 2025, la société mise sur une exploitation de l'eau de mer. Ça va permettre de diversifier les sources de production de l'eau. La distribution de l'eau donc sera beaucoup plus améliorée et la disponibilité sera également aussi améliorée. L'État compte également sur une nouvelle usine de traitement d'eau potable construite dernièrement. Elle apportera dans les prochains mois 100 000 m3 d'eau supplémentaire par jour dans le réseau dakarois. Ainsi prend donc fin ce 19h45 à retrouver sur nos plateformes digitales, notamment le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À demain.